les amis, bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau, Nathan Rochefort, étudiant en deuxième année d'école du journalisme à Nice. Bienvenida a todos. Et aujourd'hui, on reçoit un incroyable combattant que j'ai eu l'occasion de découvrir lors du PFL Dublin. C'est évidemment David Tona Kroll. David, comment vas-tu? Ça va bien, merci Nathan. Ça va toi? Magnifique, vraiment, ça va à merveille. On est super heureux de te retrouver pour ta première sur After Fight. Et voilà, on est parti pour une petite interview. Let's go. Magnifique. Ok, est-ce que tu veux que je te présente et est-ce que tu veux le faire? Oh, vas-y, je te laisse faire. Vas-y, magnifique. Ok, donc David, pour te présenter un petit peu, donc tu t'appelles David Tonatiuh Kroll, donc dit Tona aussi. Ouais. Tu es un combattant né à Poitiers, mais qui a grandi au Mexique. Ça, c'est assez extraordinaire. Du coup, tu as un peu une double culture, c'est assez fascinant. Tu évolues, tu es évidemment un combattant de MMA qui évolue chez les moins de 66 kilos. Tu es actuellement évidemment en 11 victoires, 8 défaites et 1 no contest. Tu es également alors ceinture violette de JJB, c'est bien ça? Non, ça c'est ce qui est encore écrit sur Tapologie, malheureusement. Ouais. J'ai pas réussi à le modifier, c'était moi qui l'avais écrit à l'époque. Et j'arrive plus à le modifier, je sais pas pourquoi. Mais je suis ceinture noire depuis 2021. Ouais. Magnifique. Ah, c'est assez fou, c'est assez fou. Et du coup, comment il s'est passé ton passage de grade déjà? Raconte-nous un peu. Passage de grade de ma ceinture noire, c'était le 23 ou le 24 avril 2021. J'étais pas loin de partir de Bordeaux. J'allais venir en Suisse, justement, là où je m'entraîne actuellement à Fight Move. Et à ce moment-là, j'étais encore à Pythagore, Bordeaux, avec mon maître Emmanuel Fernandez qui m'a donné toutes mes ceintures de jiu-jitsu brésilien. Et puis, ça s'est fait sur une journée où il avait prévu de faire un passage de grade pour pas mal de personnes. Et notamment un pote à moi, Michael Ferreira, qui est passé ceinture noire en même temps que moi. On est passé les deux ceintures noires. Et puis, c'était vraiment lui, en jiu-jitsu, avec qui on se tirait vraiment la bourre, tu vois, aux entraînements, avec qui c'était vraiment la guerre sur le tatami. Incroyable. C'était cool, il y avait pas mal de monde. On s'est bien fait fouetter. C'est une dinguerie, c'est vraiment incroyable. Et si on repart un peu évidemment sur ton parcours, donc du coup tu débutes le MMA au Mexique, il me semble, à l'âge de 15 ans. Ça c'est assez fou. Et donc du coup, en tant qu'évidemment amateur, tu es devenu un combattant professionnel par la suite. Et à la première fois, c'est à l'âge de 19 ans que tu commences tes débuts en pro. Parlons un peu du Mexique. 18 ans, ouais. À 18 ans, pardon. Et parlons un peu du Mexique. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation à la mexicaine déjà? C'est assez compliqué. En fait, moi, quand j'ai vécu, je suis né d'un père français et d'une mère mexicaine. Donc, l'éducation à la mexicaine, entre guillemets, de ma mère, je l'ai eue quand j'étais en France. Donc, parce que j'habitais en France un petit peu quand j'étais en primaire. Tu vois, la primaire, je l'ai faite en France, en gros, jusqu'en CM2. Je l'ai faite avec ma mère et j'étais en France. J'ai aussi vécu un peu avec ma mère au Mexique. Genre la 6e et tout, mais j'ai vécu 1 an et demi là-bas. Et puis après, je suis parti vivre au Mexique vraiment en 4e avec mon père qui est français. Donc j'ai toujours eu en fait la double culture, la double nationalité très très ancrée en fait. Moi, je suis autant français que mexicain, je suis franco-mexicain, tu vois. Et j'ai grandi et j'ai été éduqué par cette ouverture d'esprit, on va dire, et cette biculturalité plus que une culture en particulier. Tu vois. Ok. Et ça te suit encore aujourd'hui, évidemment, cette double culture? Ouais, c'est assez fort. Ouais, ça me suit et ça me suivra toujours. En fait, ça fait partie de mon identité. Ouais. Moi, aujourd'hui, tu me demandes, j'habite en Suisse. Je m'intègre très facilement, d'ailleurs, à la Suisse. Ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Et puis, plein de gens me disent « Ah, mais toi, ça y est, t'es un vrai Suisse ». Et en fait, c'est parce que je pense que j'ai cette facilité à m'adapter. Vraiment à m'adapter au pays où j'habite, à la culture, aux mœurs, à la mentalité des gens. Je suis quelqu'un qui un peu comme un caméléon, tu vois. Et en fait, mais c'est tout simplement le fait que j'ai beaucoup voyagé dès tout petit. J'ai vécu dans les 2 pays, j'ai changé. J'ai même vécu aux États-Unis pendant 3 mois. Je m'étais assez bien adapté aussi, tu vois. Donc au final, ouais, je suis assez à l'aise. Je le vis assez bien, le fait d'être biculturel. Et puis ça fait partie de mon identité aujourd'hui, tu vois.
je représente la France parce que je suis né en France. Donc, mais mon drapeau, quand je combats, c'est la France. Par contre, je vais jamais laisser de côté le Mexique et je vais toujours rentrer avec mon sombrero, tu vois. Ah ouais, ça c'est beau ça. Mais vraiment, c'est un détail qui fait partie de toi, évidemment, le sombrero. Et même par En rapport plus. au Mexique, Ouais. tu peux m'expliquer le fait que c'est devenu une passion, évidemment, le MMA, mais est-ce que c'est aussi un besoin quand tu vis dans un pays comme ça, où la violence vraiment est partout? Ou la quoi, pardon? La violence est partout. Alors, un besoin, non, mais c'est vrai que c'est culturel. Tu vois, tu me demandais c'est comment la culture. Moi, je suis arrivé au Mexique, je faisais déjà, j'avais pratiqué du rugby et de la gym. Et le rugby, en fait, déjà le contact, j'adorais ça. Mais je n'étais pas un enfant qui était particulièrement violent ou qui avait particulièrement besoin de combattre. Par contre, j'aimais pas me laisser qu'on me marche sur les pieds, tu sais, j'aimais pas ça. Ouais. Donc, le peu de fois où j'ai eu des conflits à l'école avant de commencer à faire des arts martiaux, bah, ça a été justement parce que des gars, ils me manquaient de respect ou à quelqu'un d'autre, et puis j'aimais pas ça. Et du coup, bah, je me laissais tout simplement pas faire, et puis je me battais s'il fallait, tu vois. Mais aussi parce que quelque part, le fait tu sais, de me dire, bon, bah, attends, je vais me défendre, tu vois, c'était un peu comme pour me prouver quelque chose, que je n'étais pas juste une victime, j'allais pas me faire marcher dessus, tu vois. Et en fait, quand j'ai appris les arts martiaux, ça a été au Mexique avec mon père. Je suis parti vivre avec lui, du coup, pour faire ma quatrième jusqu'à la terminale. J'étais dans un lycée français, donc c'est les mêmes années du cursus scolaire français. Et, euh, et puis, la culture là-bas, c'est que les gars même des gars qui étaient dans le lycée français depuis tout petit, hein, mais c'était des Mexicains, tu vois, Ouais. qui habitaient là, qui sont devenus mes potes très vite, genre sans savoir forcément que moi je faisais des arts martiaux, ou en le découvrant, mais même eux, ils faisaient déjà ça entre eux, tu vois. Ils me disaient, ah bah, ce week-end, ramène tes gants de boxe Oh, ça, dans le, dans le jardin, tu vois, dans le jardin de mon pote. On se tape dessus, tu vois, genre on met les gants, on se tape dessus. oh, Et oh, c'était la juste mentale de fou. comme ça, tu vois, Ouais. pour se faire kiffer. Et je disais ça à mon père, je disais, ouais, on m'a invité à mettre les gants de boxe et aller me taper dessus avec mes potes, tu vois. Il me dit, mais t'es sûr que c'était pas? Je dis, ouais, franchement, bah, c'est les seuls gars avec qui je parle tout le temps, je m'entends trop bien au collège, tu vois, et je venais d'arriver. Donc il me Ouais. dit, bon, bah écoute, bah, vas-y, du coup, tu vois, tu vas leur montrer c'est qui est le plus fort. Il me disait, Ouais, mais avec une mentalité comme ça, tu peux que avancer, que réussir. C'est incroyable. ouais, bah écoute, ouais, franchement, disons que ça te met dans le bain direct. Après, c'était Ouais. pas un truc, on faisait ça toujours dans la bienveillance, tu vois, on se mettait jamais des KO, on se mettait jamais mal. Puis on était des ados. Et puis moi, j'étais au final celui, celui dont tout le monde avait un peu crainte après, parce que Peur. ben, je m'entraînais, moi, tu vois, je m'entraînais beaucoup. Et il y en a quelques-uns qui sont venus s'entraîner avec moi, parce que c'était mon père, en fait, mon coach. Moi, j'avais un dojo. euh, dans notre appartement, on avait un dojo. Mon Ok. père, il est ceinture noire deuxième dan de karaté, tu vois, il a toujours fait des arts martiaux. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est plongé dans le MMA en même temps, en fait. Donc lui, bah, il m'entraînait, tout simplement, Ouais. tous les soirs. Et puis, on allait aussi s'entraîner dans un autre club. Et puis voilà, petit à petit, je devenais un peu la cible aussi des gars qui m'aimaient un peu moins au lycée, tu vois, qui voulaient se prouver quelque chose. Et puis moi, le peu de fois qu'il y a eu des confrontations comme ça au lycée avec des gars, je leur disais, mais si tu veux, on peut. Mais c'est pas Ouais, moi qui c'est fais fou, le premier c'était fou. pas, tu vois. C'est pas moi qui vais te taper en premier, tu vois. Et je lui disais, par contre, je vais pas mettre les gants pour aller me taper dans un parking avec toi, Et- parce que moi, j'ai un dojo à la maison. T'es le bienvenu si tu veux venir te taper avec moi. Tu Mais c'est vois. fou. La particularité avec toi, c'est aussi que ton papa, qui évidemment, donc ceinture noire deuxième dan de karaté Kyokushin ou Shindokai du coup? Karaté de dos, le Ok. classique. Ouais. Il est aussi ton manager, il me semble, c'est ça? C'est assez fou ça. C'est assez Ouais. particulier. Il est co-manager avec Nelson, mon coach. Ouais. D'accord. Et tout se passe bien évidemment dans vos relations professionnelles? Ouais, absolument. Ouais. D'accord. On a... Là, je l'ai un peu mis à l'écart sur la partie coaching, mais ça, c'est un choix personnel. Ok. Rien de grave. Je rentrerai pas en détail là-dessus, mais en tout cas, c'est toujours un père
hyper aimant, hyper présent et qui sera toujours là pour me soutenir dans ma carrière. Et ça, c'est le plus important. Et justement, tu as parlé évidemment de tes débuts dans l'MMA. Et après, tu as avancé au point que tu commences les combats amateurs. Parle-moi un petit peu de ton parcours en amateur avant de devenir professionnel. En amateur, j'ai fait des petites compétitions là à Mexico, qui s'appelle le Ok. SIC. Je faisais 2 combats par événement en général, c'était un tournoi. Puis il n'y avait pas beaucoup d'inscrits à chaque fois. Donc j'ai fait 7 combats au total. J'ai fait 6 victoires, 1 défaite. Ok. Et c'est quoi la différence du circuit amateur français comparé à celui mexicain? Il n'est pas comparable. Il n'est Ah pas oui, comparable pas comparé. parce que là, on parle de 2 époques différentes. En plus, le circuit amateur Ok. français, il existe aujourd'hui, mais il n'existait pas quand moi j'ai fait À ce mes combats moment-là, ouais. amateurs au Mexique. Tu vois, j'avais de mes 15 à mes 18, enfin 17. Ouais, c'était avant 2015, tu vois. Il n'y avait pas de circuit amateur en France. En France, les gars, ils allaient direct combattre en pro, en pancrace, parce qu'il n'y avait même pas de MMA. Donc, c'est pas comparable. Aujourd'hui, le niveau amateur qu'il y a ici en France, bah, on le voit, hein, il est incroyable, il est excellent, il est limite, c'est du Tout à fait. pro. Et, euh, et à l'époque, les combats amateurs au Mexique, c'était vraiment des gars qui comme moi, avaient 6 mois, 1 an de pratique, qui voulaient se lancer, qui avaient 15, 16 ans, tu vois, il y en avait, je leur mettais 2, 3 patates dans la tête, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, tu vois, et pourtant, je n'étais pas le meilleur striker. Et moi, le pire, c'est que je leur mettais 2, 3 patates, ils se mettaient en boule, puis je les emmenais au sol et je les soumettais, tu vois. On dirait un manga, comment tu nous racontes ça, c'est assez incroyable. Et évidemment, pour avancer sur ton actualité moderne, là actuellement, il faut le dire, tu es en Suède, assez incroyable. Ouais. Donc là, tu es à l'hôtel évidemment, mais tu t'entraînes actuellement au All-Star Gym. Là, je pense la plus grande salle de Suède, la plus grande salle de Suède, on peut le dire. Là où notamment Alexander Gustafsson, là évidemment Volkan qui est Volkanos Demir. Ouais. Parlons un peu de ta prépa dans le All-Star. Bah écoute, moi je suis venu ici juste une petite semaine. À la base, je savais que après mon dernier combat au PFL, qui était une défaite, il fallait que je sorte un petit peu de ma zone de confort. Il Ok. fallait que je bouge un peu. Et donc, je savais pas trop. J'allais partir sûrement à la base à Paris, tourner à US Métro. Et c'est toujours dans mes plans, hein. Je vais y aller, dès que possible. Faut juste, c'est toujours une organisation et puis des frais et tout. Mais là, j'ai eu la proposition de mon coach mental, Is, qui est le préparateur physique de Volkan, à Ok. distance, parce qu'il est en Suisse avec moi, mais il coach Volkan. Et là, Volkan, qui devait combattre à la base en mars, et au final, son combat sera reporté à avril, il lui avait dit ça serait cool si tu pouvais venir et tout, que les coachs d'ici te connaissent. Et donc, Is, il avait déjà prévu son voyage ici. Il avait prévu aussi de venir ici avec un sparring pour Volkan, donc Paulin Ok. Béguet, et que je connais bien, qui vient souvent en Suisse et tout. Donc, Ah, c'est ça fait plaisir de l'avoir ici. On délire bien. Et voilà, il m'a invité. Il m'a dit, viens avec nous et tout. Et puis, je dis, vas-y, let's go. J'ai pris mes billets et je suis là. Donc, non, super salle. La meilleure en Europe, hein, je pense. Il y a 20 gars sur le tapis. C'est 20 compétiteurs. Tu as 2 meufs, c'est des combattants de pro aussi. une salle de tueur, vraiment. Ouais, voilà, salle de tueur. Et c'est un peu dans le même délire que ce que j'ai pu retrouver quand je suis allé faire des camps d'entraînement aux États-Unis, Ok. ou même quand je suis allé au NR Fight l'année dernière, tu vois. Et Tous des morts. justement, Pas des morts de faim, mais genre très bon niveau, tu vois. Tous ok. là pour vraiment s'entraîner dur et progresser. Voilà. Et c'est dans la même optique que tu comptes aller à l'US Métro avec Johnny Frachet, Morgan, évidemment, Alex Alfandari. Ouais, absolument. Moi, en fait, si je fais des camps comme ça d'une semaine et tout, c'est pour sortir de ma zone de confort, c'est pour aller tourner avec des gens nouveaux et qu'en fait, chaque personne avec qui je tourne, c'est sans forcément chercher à mettre la guerre avec eux. L'objectif, c'est de me mettre en difficulté, tu vois, et de Ok. sentir que il y a d'autres manières de faire que ce que moi je travaille dans mon club et ce que j'apprends et en revenir plus grand, plus grandi, plus fort, tu vois, parce que j'aurais appris, j'aurais vu d'autres manières, j'aurais appris d'autres angles, d'autres axes d'attaque, tu vois. Donc c'est Ok. l'objectif, c'est juste venir et être face à l'adversité. Tu Plus tu parlais viens et justement, tu te ouais, fais défoncer, plus tu rentres et tu as tu t'apprends, progressé. tout à Ouais. fait.
Et justement, tu parlais de tes objectifs, de cette volonté de progresser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Quels sont tes objectifs? Mes objectifs sont assez vagues, mais le principal, c'est de progresser, remonter dans cette cage, pas forcément le plus vite possible, mais quand je me sentirai prêt, remonter et après ne plus lâcher les victoires, tu vois, enchaîner les victoires, enchaîner, même si je dois combattre que 2 fois et vers la fin de l'année. Ou qu'à partir du milieu de l'année et je combats 3 fois, tu vois, mais enchaîner les victoires en tout cas, pas plus avoir de faux pas. Et est-ce qu'on pourrait te revoir peut-être au PFL Paris en mars? Alors, j'espère, mais ça me paraît, pour l'instant, ça me paraît un peu compromis parce que le temps avance et j'ai toujours pas eu de nouvelles. Mais on a quand même, ceci dit, pas eu de réponse négative. Donc, on se dit qu'à tout moment, ça peut quand même être proposé. Mais voilà, le PFL Paris, ouais, on espère, on espérait. Voilà. Ça nous avait été, entre guillemets, promis, c'est jamais promis. Et, tu sais, dans le MMA, comment c'est. Ouais, on ne sait pas parce que. Mais entre guillemets, ouais, après mon dernier combat contre Brett Jones, on m'avait dit que. Qu'on me rappellerait pour le PFL Paris. Ce sera évidemment une carte avec beaucoup de Français. On sait que le seul combat officiel pour le moment, c'est Cédric Doumbé contre Baysanguer Samsudinov au moment où on tourne cette interview. Mais après, on sait qu'il y a peut-être Patrick Abirora contre Axel Alfandari. On voit qu'il se chauffe un peu sur Twitter. Peut-être que Abdul aussi va remonter dans la cage, Abdul Abouragimov. Mais en vrai, il y a clairement la place pour que tu aies ton combat sur cette carte. Donc, on te le souhaite complètement. Ouais, il y a la place, je pense. Après, il faut l'adversaire en face qui accepte. Il faut faire combattre les autres combattants qui ne sont pas français, qui font partie du tournoi Europe. Donc, je pense que c'est assez compliqué à organiser. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas. Ok, bon, on enchaîne, pas de souci. Et surtout, dans la même optique de vouloir combattre, sinon, est-ce qu'on pourrait te revoir à l'ARES très prochainement? Je sais pas, pourquoi pas. En termes de contrat, tu pourrais revenir à l'ARES? Oui, puisque moi, quand on m'a proposé le PFL en soi, j'avais plus de contrat avec ARES. Ça s'est terminé quand je l'ai affronté à Silder, mon contrat. Aussi bien les 4 combats que les 18 mois. Okay, donc ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais mon contrat, il s'était terminé. Tu vois, j'étais plus à ARES. Par contre, on attendait toujours le combat pour la ceinture. Le combat pour la ceinture qui venait pas et qui est jamais venu au final contre Daguerre. Et comme ça s'est jamais fait, en attendant, mon coach et manager Nelson, il a commencé à regarder d'autres options. Et puis ça s'est ouvert, les portes du PFL se sont ouvertes avec Brad Jones. Donc on a saisi l'opportunité. Malheureusement, aujourd'hui, ça me met un rouge dans le record. Donc à Rennes, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus me proposer la ceinture tout de suite parce que j'ai un rouge sur le record. Mais en soi, si on parle de mes pures performances et de ce que j'ai fait à Arès, tout à fait, je devrais toujours être méritant au titre. Voilà. Et puis, il y a un combat qu'on attendait tous, c'est ton combat, évidemment, la revanche contre Daguerre Imamov. On a vu, lui, qu'il y a une proposition pour qu'il combatte à l'UFC Paris 2, mais il a refusé pour pouvoir être dans le camp de son frère Nassourdine Imamov. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on pourrait encore voir ce combat contre Daguerre? Moi, j'espère. J'espère. Après, voilà, si Daguerre et pas dispo, ça sera quelqu'un d'autre. Mais ouais, moi je l'espère en tout cas. Je l'espère que ça viendra, cette proposition. Après, je pense que lui, Daguerre, il n'acceptera pas que ce soit pas pour la ceinture, cette revanche. Et entre nous, moi aussi, je veux que ce soit pour la ceinture, ce combat. Complètement, oui. Ce serait une étape clé dans ta quête UFC. Il va falloir que Arès fasse l'effort de ce côté-là. Mais on verra bien. On verra. Je peux pas là-dessus. Mais du coup, ce qu'on souhaite évidemment, c'est une victoire, évidemment, un nouveau vert pour toi dans ta quête UFC. Tu gardes toujours cet objectif en tête? Toujours. Bon, après, voilà, on prend les chemins qui s'ouvrent à nous.
Ok. Des fois, on fait les bonnes et des fois, on fait les mauvaises décisions. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, je pense que je suis assez mature, assez réfléchi et assez bien entouré pour faire les bons choix. Donc, je pense que maintenant, l'axe le plus important sur lequel il faut que je travaille, c'est vraiment ma progression personnelle. Tu vois. Ok. Je veux vraiment progresser en tant qu'athlète et en tant que combattant. Voilà. Mais ça, Et ta c'est comme progression, elle passe, tu penses, par du coup le striking. On sait que tu as déjà un super niveau de sol. Ou vraiment, c'est tous les aspects que tu tâches à travailler? général. Ouais. Général, ok. Général. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'on connaît un peu tes sparring au All-Star en ce moment? Est-ce que tu as fait des sparring cette semaine? J'ai beaucoup fait là en ce moment avec Machete. Ok. Machete, alors il a un nom, il est afghan et il a un nom et un prénom Ah, bon. difficile, je me souviens plus, mais de toute façon tout le monde le connaît comme Machete, même sur Ok. Instagram c'est Machete. Lui c'est vraiment le premier qui m'a dit ah, viens fais avec Viens moi. Et tourner, puis, viens. dès qu'on fait les entraînements en général on fait ensemble et tout. J'ai fait avec Bernardo Sopai qui lui risque d'aller à l'UFC bientôt. Ok. Un prodige, vraiment, il est super fort. Moins de 61 kilos, je vous conseille de le suivre et de regarder ce qu'il fait parce que c'est vraiment un mec dangereux. Et voilà, après les autres, j'ai pas trop retenu les noms, mais de manière globale, le niveau il est très élevé. Tu vois. Il est extraordinaire, on l'imagine bien. Et du Euh, coup, quelle est ta relation aussi, évidemment, avec Volkan, avec qui tu peut-être as tourné au All-Star cette semaine? Volkan, en fait, je le connais de Fight Move parce que lui, il est suisse et il vient de Fight Move Academy à la base. Avant de venir en Suède, ça fait maintenant un an et demi, moi, je suis arrivé en Suisse et il était déjà là. On s'entraîne ensemble, on est des partenaires d'entraînement, même si, bon, clairement, on ne fait pas le même poids. Tu vois. Ouais. Mais voilà, on se connaît bien. J'ai déjà gardé son chien quand j'habitais en Suisse et que lui, il faisait des allers-retours en Suède, justement. Au début, il me demandait de garder son chien une semaine, des fois et tout. Et, Spécial. et voilà, tout simplement, c'est mon pote, tu vois, on se connaît bien. Et puis là, Incroyable. il nous reçoit super bien là avec Is, mon préparateur mental, et Paulin, on est tout le temps avec lui. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas à l'entraînement ou en train de se reposer ici, bah là, à midi, on mange avec lui, tu vois. Enfin, Ah oui, on suit vos aventures sur Instagram. C'est vrai que c'est ouais. assez hilarant. Il y a notamment un chef qui l'appelait ça. Il l'appelait comment? Volcano, il l'appelait? Volcano, ouais, on est allé voir, on est allé manger. C'est le premier jour où je suis arrivé, là, je suis allé manger avec lui et sa femme, on est allé manger. C'était quoi? Du veau, je crois. On allait manger et chez dans un restaurant de bouffe palestinien, je crois. Ok. Et super bon, super bon. Et puis Et le le chef gars, nous a boum, il mis sur les l'appelait. stories hyper délirant. Il nous a fait un show et tout. Magnifique. Voilà. Et du coup, de la même façon, j'ai regardé un petit peu en me renseignant dans un précédent podcast qu'on peut retrouver sur YouTube. Tu parlais de ta découverte avec Yair Rodriguez, ancien champion UFC. J'ai trouvé ça assez fascinant. Parle-nous de son côté humain, parle-nous de ta relation un peu et ta découverte avec Yair. Yair, c'est un mec que j'adore parce qu'il est fou. Tu sais. Il est fou, il est fou dans sa tête. Et en même temps, il paraît pas comme ça parce que, Non, ouais. en fait, c'est le gars, tu vois, que typiquement, les arts martiaux lui donnent un sens et lui permettent de se centrer. Et en fait, on est beaucoup comme ça dans le MMA. Intéressant. Ouais. Et moi aussi, je m'inclus là-dedans, même si je ne parais pas comme ça. mais le MMA nous permet vraiment d'avancer dans un chemin qui est sain, ok, et faire les choses avec un but dans la vie, tu vois. Ok, c'est Et, intéressant. et lui c'est clairement ça, tu vois, mais je l'adore. Ouais. Et il est hyper. C'est un mec, tu vois, il m'expliquait par exemple, petite anecdote, il a zéro tatouage et pourtant il en voudrait. Il m'a dit, mais si je pouvais m'en faire, je m'en ferais, mais même sur le visage. Et il en a zéro parce que un jour, il parlait avec sa mère et puis il lui disait, je vais me faire des tatouages. Et puis sa mère lui a dit, d'accord, tu peux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux, juste
fais-moi plaisir et attends que je sois morte pour t'en faire. Et là, du coup, ça lui a mis un froid. Il a dit, bah non, c'est mort. Même quand tu seras mort, je m'en ferai pas. Genre, voilà. Et du coup, il s'est dit, jamais de tatouage. Et c'est un mec comme ça, tu vois, la famille, très Ouais. respectueux, plein de Les valeurs, plein de valeurs valeurs. familiales Vraiment, d'abord. ouais. Ah, c'est Mais un peu incroyable. fou. Mais un peu fou quand même. Mais là, c'est intéressant de ce dont tu parlais, c'est le fait que toi, comme lui, c'est un peu comme si ce sport vous cadrait, c'est ça? Un peu comme un remède. Ouais, pas comme un remède, parce qu'on n'est pas Ouais. fou, on n'a pas Non, des pas du tout, problèmes de mais démence, tu vois, mais il y a plein de gens qui partent des fois dans les mauvais côtés de la vie ou qui, tu vois, moi, je dis toujours ça en rigolant, mais peut-être que c'est vrai, mais peut-être que si je faisais pas du MMA et que j'étais pas un sportif de niveau, je serais obèse. Et je le dis toujours parce que j'aime tellement la bouffe, tu vois, et j'ai une facilité à manger avec plaisir et à même pas me rendre compte que je suis en train de manger beaucoup plus que ce que j'ai besoin pour mon corps, tu vois, que je dis toujours ça en rigolant. Je dis non, mais moi, je serais un gros heureux, tu vois. Mais c'est juste un truc, tu vois, c'est juste une partie. Mais ouais, après, y a, si c'était pas le MMA, peut-être qu'on arriverait quand même à trouver autre chose pour nous canaliser. Je pense qu'on a tous un peu des folies, tu vois. On a tous des démons, on a tous des trucs qui peuvent nous faire dévier à tout moment. Et, et le MMA, ça reste un sport qui est tellement demandant, tellement violent, qui nécessite tellement de sacrifices que pour le coup, ça te met vraiment dans un chemin très, tu vois. très sain, ok. Ouais. Je comprends bien. Bon, du coup, David, on en a fini avec les questions un peu. Vraiment, si tu es OK avec moi, on peut faire un jeu. Ça s'appelle Le Five. C'est un classique sur After Fight. C'est vraiment 5 questions random et tu me réponds ce que tu veux. Est-ce que tu es chaud? Vas-y, let's go. Magnifique. Ok, du coup, pour ma première question, pour ton prochain combat, est-ce que tu préfères un KO ou une soumission? Un chaos. Ah, toujours. Parce qu'on rappelle, évidemment, tu as enchaîné 3 soumissions de suite à l'arrêt, assez incroyable et assez. Si tu n'as pas les techniques au sol, je pense que peu de combattants l'ont. Et ok, un petit KO pour ta prochaine, ce Voilà, serait beau. je manque de chaos sur mon record, tu vois. Là, à un moment donné, Vas-y, ce serait beau. c'est pas mal un Okay. chaos. Pour enchaîner, évidemment, on l'espère évidemment que tu seras sur la carte du PFL Paris. Là, tu arrives dans les vestiaires, tu te poses, tu regardes le main event. Baki contre Cédric Doumbé. Pour toi, qui gagne? Doumbé. Et si on part un peu dans l'analyse, pour toi, c'est quoi le détail qui fait que tu penches vers Doumbé? L'expérience. L'expérience. L'expérience, ouais. L'expérience et la force mentale. Je pense que Doumbé, je sais pas du tout. Hein. Baki, je l'aime bien et je lui souhaite que du bien dans sa carrière. Je veux que son bien et s'il gagne, bah, je sais qu'il va propulser loin. Mais je sais pas à quel point il peut rentrer dans cette guerre mentale avec Doumbé Ok. et ne pas justement être affecté par ça. Tu vois. Là, tu as vu que sur Twitter, c'est évidemment la guerre entre les deux, mais que Baki a répondu à Cédric Doumbé et ça a été très apprécié. Et, en fait, il commence à répondre au trash talk. Donc, peut-être qu'on va avoir là 2 mois où finalement, là, les deux vont se chamailler, que ce ne sera pas juste vraiment Doumbé qui uniquement met la pression sur Baki. Alors déjà, je pense que Baki a plus de caractère que Jordan. Jordan, je l'ai rencontré, c'est un mec super gentil, il est super cool, mais il est très jeune aussi et il est très, très introverti, trop humble, tu vois, pour rentrer dans ce genre de guerre. Baki, malgré qu'il soit très humble et tout aussi, je pense qu'il a plus de caractère et plus de capacité justement à répondre. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ait la capacité à ne pas laisser, Ouais, le laisser rentrer dans la tête, ok. laisser rentrer dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Oh, Et c'est ça, fou. c'est ce truc en fait que je demande à voir. Tu vois, on verra bien. On verra. En tout cas, on espère que tu seras sur cette carte surtout. Ouais. Pour enchaîner, évidemment, là, tu es dans un bar, tu es avec tes amis. Il y a un mec qui t'embête et tu peux appeler vraiment 3 combattants de ton choix pour venir te défendre. Dis-moi qui t'appelle. Marco Kovacevic, Enrique Shigemoto Oh. et Volkanos Demir. Oh là, le trio de folie. Oh, mais là, c'est le mec qui s'est fait éteindre direct. Ouais, Shigemoto. là,
Tu es en bon terme avec Shigemoto? Parce que moi, du coup, je connais un peu Virgile et ils se sont livrés un combat exceptionnel au dernier Ares. Bah, Shigemoto, c'est mon bro. C'est mon bro, c'est mon frère brésilien, tu vois. Genre, c'est mon frérot. Lui, il vit à la salle presque carrément, tu vois. Wow. Il a Fight Move aussi. Là, il est au Brésil, mais il rentre. Ok. Bah, moi, je rentre dimanche, lui, il rentre lundi. Et on s'entraîne. Enfin, quand il n'y a personne d'autre à l'entraînement, il y a nous deux, toujours. Genre, s'il Comme n'y a Félix, personne d'autre, il y a nous deux. comme Félix Klinkhammer, ils ont une spécialité, c'est des gens qui presque ils vivent devant leur salle. C'est assez fou, ça. C'est ça. Incroyable. Ok, pour enchaîner, évidemment, quel est le combat de rêve, vraiment UFC, PFL, ce que tu veux, que tu aimerais voir en 2024? De rêve. Ouais. Volkan pour la ceinture. Wow, des light heavyweight, Voilà. ce serait beau. Ouais. Mais attends, du coup, contre qui ça pourrait être? Light Pereira? et Pereira, ouais. Oh mon Dieu, la guerre que ce serait. Et tu penses qu'il aurait, oui, évidemment que Volkan aurait ses chances, mais plutôt debout, en striking, parce que Pereira est très complet. Pereira est très complet. Je pense qu'il faut juste pas qu'il le laisse installer son propre jeu. Pereira, c'est un peu comme un Adesanya, c'est des gars, ou comme un Strickland, tu vois. Ils ont un style bien précis. Et s'ils arrivent à trouver leur rythme et à s'installer, c'est très dur d'en sortir. Donc, il va falloir mixer, faire du MMA, mixer énormément et pas le laisser prendre son rythme. Et t'as choqué un peu à la salle, Volkan, de ce que tu as vu? Ça t'a vraiment laissé bouche bée? Je le regarde pas tant que ça ces derniers temps à la salle parce que du coup, je m'entraîne aussi. Ouais, ok. Si moi je suis là à côté en train de m'entraîner, je peux pas être en train de regarder en même temps ce qu'il fait. Tu vois. Tout à fait. Et dernière question, évidemment, tu parles du fait que le MMA a toujours été une passion pour toi. Mais sinon, quel autre métier tu devrais faire dans la vie? Ah ouais? Ouais, non, je sais pas. Comme Jordan. Jordan, il m'a dit, j'ai toujours voulu faire du MMA. Genre, ouais, moi, si, je peux te dire, moi je voulais être acteur avant, donc acteur. Je voulais être acteur avant de faire du MMA et puis j'ai commencé le MMA et je me suis dit, mais en fait j'ai découvert que j'avais moins de stress quand j'étais dans la cage en train de combattre que de trac quand j'étais sur la scène. Tu vois. Okay. Donc, mais au final, ouais, si je pouvais faire autre chose, acteur. Incroyable. Mais en tout cas, David, merci infiniment pour tes réponses. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, Nathan. On te souhaite le meilleur pour ton prochain combat, qu'il soit évidemment à l'ARES ou au PFL. Je vous invite évidemment à aller le suivre en masse sur Instagram. Tu peux nous rappeler ton Insta, évidemment? Tona_Kroll, C-R-O-L. Merci, voilà. Et sur ce, c'est la fin de cette interview sur After Fight. Merci encore à Kevin pour l'opportunité. Et voilà, bonne semaine à tous. Merci. Merci, Nathan.